La propriété, c'est quand même le pouvoir, c'est la possibilité de dire non. C'est-à-dire que si vous n'avez rien, si vous possédez rien, vous êtes obligé en fait d'accepter à peu près tout ce qu'on vous propose. Pour les gens riches qui sont habitués à avoir du patrimoine, à avoir de la liberté, l'idée que comme ça la moitié des gens les plus pauvres ou les 2/3 des gens les plus pauvres vont avoir davantage de capacité de négociation pour refuser en particulier la façon dont les premiers emploient les seconds, c'est évidemment une perspective qui peut être inquiétante parce qu'on peut perdre en docilité. Vous comprenez que pour ma génération, c'est un peu de la science-fiction. Quand vous nous expliquez comment, justement, on s'est débarrassé de ces dettes publiques, aujourd'hui, la dette publique, c'est un sujet politique majeur. C'est un argument, voire vraiment l'argument principal du gouvernement pour imposer des coupes budgétaires, ce gouvernement et les gouvernements précédents, parce que la priorité, c'est de rembourser la dette publique. Et c'est pour ça qu'il faut revisiter l'histoire. Et donc, il faut un changement politique. Il faut mettre en place... Il faut un changement politique profond, mais avec aussi une plateforme précise de comment on va répartir ces efforts. C'est-à-dire que voilà, il suffit pas de dire oui, c'est les plus riches vont payer plus. Oui, bien sûr, mais combien plus exactement? C'était ça qui manquait aux Gilets jaunes pour vous. Ah bah oui, ça c'est largement. Peut-on en finir avec les inégalités? Va-t-on dans le bon sens en France aujourd'hui pour s'attaquer au problème des 1%? Ces 1% qui détiennent la majorité des richesses, ces 1% qui détruisent la planète, ces 1% qui aujourd'hui décident de presque tout. C'est en partie l'objet du dernier livre de Thomas Piketty, Une brève histoire de l'égalité, paru aux éditions du Seuil. Inégalité de salaire, inégalité de patrimoine, inégalité de genre ou inégalité ethno-raciale. Ce livre est en quelque sorte un inventaire de l'histoire des différentes inégalités, comment elles s'entremêlent et surtout comment elles se sont réduites au fil des siècles. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir son auteur, Thomas Piketty. Thomas Piketty, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et vous êtes spécialiste des inégalités économiques. Alors sur la 4e de couverture de votre livre, on peut trouver cette phrase « Les questions économiques sont trop importantes pour être laissées à une petite classe de spécialistes et de dirigeants. La réappropriation citoyenne de ce savoir est une étape essentielle pour transformer les relations de pouvoir. » Est-ce que c'est cela l'objectif de votre livre à 6 mois de la présidentielle, transformer les relations de pouvoir? Oui, et en même temps, c'est un livre qui se situe dans une perspective de long terme. Donc l'élection présidentielle, c'est évidemment très important, mais la vie va continuer après. Et ce que j'essaye d'abord dans ce livre, c'est de rendre accessible dans un format court, parce que le livre est de tout petit format. Alors, il fait 300 pages comme ça, mais en fait, si j'avais pris le même format que les livres précédents, il en ferait à peine 100 ou 150. Donc, par rapport à mes livres précédents qui faisaient plus de 1000 pages, là, il y a vraiment... C'est un livre qui rend beaucoup plus accessible tout un ensemble de recherches historiques comparatives. Parce que c'est ça, d'abord. C'est d'abord un livre de sciences sociales, d'histoire économique et sociale. Et la nouveauté, c'est qu'on a rassemblé avec plusieurs dizaines de chercheurs de par le monde, des données comparatives, historiques, permettant de comparer un peu les différentes sociétés par leur niveau des écarts de richesse, de revenus, de patrimoine, des inégalités de genre, des inégalités d'origine. Et c'est vrai que un des messages qui ressort de tout ça, et moi j'insiste beaucoup sur cette dimension optimiste de ce livre, c'est que dans le long terme, malgré tout, il y a un mouvement historique qui va vers plus d'égalité. Alors ça peut paraître paradoxal, mais je pense qu'on a besoin aujourd'hui aussi de prendre en compte cette réalité. Alors c'est un mouvement, ce mouvement vers l'égalité, il s'est pas fait comme ça, c'est pas un mouvement linéaire, c'est pas un mouvement déterministe. Il commence pas, c'est pas depuis toujours, c'est pas depuis le néolithique, ça s'inscrit dans l'histoire et en l'occurrence ça commence surtout à partir de la fin du XVIIIe siècle avec la Révolution française d'un côté, la révolte des esclaves à Saint-Domingue de l'autre, et ces deux événements marquent un peu tous les deux le début de la fin des sociétés de privilèges d'un côté, avec la fin des privilèges fiscaux, de la noblesse, et de l'autre, avec la révolte des esclaves à Saint-Domingue, le début de la fin des sociétés esclavagistes et coloniales. Et en même temps, on voit bien sur ces deux terrains, la fin des privilèges, la fin des sociétés esclavagistes et coloniales de l'autre, à quel point ces deux mouvements sont loin d'être terminés. C'est-à-dire des privilèges, on en a toujours aujourd'hui. Notre vie démocratique, politique, prétend être fondée sur un principe d'égalité, mais en fait, il y a une capacité de participation, d'influence de la vie politique
travers le financement des médias, des campagnes politiques, des think tanks, qui n'est pas du tout basé sur un principe d'égalité et qui n'est pas du tout protégé par la loi, par la Constitution comme elle devrait l'être. Et puis alors du point de vue des discriminations, des inégalités nord-sud, bon, oui, on a fait des progrès par rapport au point de départ qui était le système colonial, esclavagiste depuis les indépendances. Il y a eu un mouvement, alors qui s'est fait dans les luttes, qui s'est pas fait, qui n'est pas arrivé comme ça. Mais ce mouvement, évidemment, est loin d'être terminé. Mais j'insiste sur ce livre, sur le besoin d'essayer de se réapproprier cette histoire pour justement comprendre les étapes, les transformations du système institutionnel, des règles fiscales, sociales, électorales, éducatives, qui ont permis de rendre ce mouvement vers plus d'égalité possible. C'est-à-dire, il y a d'un côté, il y a les luttes qui sont indispensables, les rapports de force, mais il y a aussi la transformation des institutions. C'est-à-dire, si on est uniquement dans la lutte, dans le rapport de force, et qu'il n'y a pas un débouché programmatique, on n'arrive pas à transformer positivement les choses. Et donc, il y a ces deux dimensions. Cette histoire de l'égalité, c'est une histoire des luttes, mais c'est aussi une histoire de la transformation des institutions collectives depuis 2 siècles. Ce mouvement vient de loin. Et évidemment, le message général, c'est qu'il n'est pas prêt de s'arrêter. Donc, il va continuer, suivant des formes que moi, je suis incapable de prédire à l'avance, les crises, les luttes qui vont permettre ces transformations, mais il va continuer. Alors, vous le dites vous-même, vous êtes optimiste. Vous pensez qu'on est vraiment dans le cadre d'une longue marche, finalement, vers plus d'égalité. Pourtant, il y a ce graphique, au tout début de votre livre, le graphique 4, une marche limitée et contrariée vers l'égalité, la concentration de la propriété en France. Et alors, sur ce graphique, ce qu'on voit, c'est que la propriété est de moins en moins entre les mains des 1% les plus riches et de plus en plus accessible aux pauvres pendant le XXe siècle, jusque dans les années 80. Et alors là, dans les années 80, il y a une remontée de la concentration de la propriété entre les mains des plus riches et les inégalités, finalement, se creusent à nouveau. Mais qu'est-ce qui se passe pendant les années 80 ? Mais attendez, vous avez raison de pointer ce rebond depuis les années 80, mais quand on regarde ce graphique sur 2 siècles, donc qui va de 1780, donc à la veille de la Révolution française, jusqu'en 2020, moi, ce qui me frappe le plus, c'est pas forcément cette remontée depuis les années 80, même si elle est significative. Ce qui me frappe le plus, c'est 2 choses. D'abord, malgré cette remontée depuis les années 80, la part des 1% les plus riches dans le total de ce qui a possédé est aujourd'hui entre 20 et 25% du total, donc quand même beaucoup moins que les 50-60% qu'on avait au 19e siècle. Ça, c'est le point positif. Le point négatif, c'est que même dans les années 80, et a fortiori aujourd'hui, les 50% les plus pauvres n'ont jamais rien possédé. C'est-à-dire que cette redistribution, cette baisse des inégalités, elle s'est faite principalement au bénéfice, disons, des 40% qui sont au-dessus des 50% les plus pauvres et en dessous des 10% les plus riches, ce que j'appelle la classe moyenne patrimoniale, qui effectivement dont la part dans le total de ce qui a possédé dans la société a progressé au cours du XXe siècle à travers des batailles, à travers des redistributions, à travers un changement du système social, légal. Mais ces changements, en gros, la construction d'un système de sécurité sociale, de gratuité, d'accès à l'éducation, au moins sur le plan formel, une plus grande égalité d'accès des chances à l'éducation, à la santé, ça n'a malheureusement pas permis de diffuser la richesse au-delà d'un certain seuil. C'est-à-dire que, pour résumer, les 50%... Et on n'est plus sur cette pente-là. Mais vous voyez quand même que sur ce graphique, il illustre bien la complexité aussi de l'héritage historique dans lequel on se situe. C'est-à-dire qu'à la fois, oui, il y a eu une marche vers l'égalité, c'est-à-dire que les inégalités aujourd'hui, malgré la remontée des années 80, restent beaucoup plus faibles qu'il y a un siècle. Et en même temps, les inégalités n'ont jamais cessé d'être très élevées, considérables. Donc, il y a ces 2 éléments du message qui peuvent paraître contradictoires, et parfois certains retiennent que l'un ou ne retiennent que l'autre. En fait, les deux sont vrais, les 2 sont vrais en même temps. Et moi, j'insiste là-dessus parce que la dimension positive sur laquelle j'insiste, c'est pas pour pavoiser. C'est-à-dire ce constat qu'il y a une marche vers l'égalité en long terme, c'est pas du tout un appel à pavoiser, c'est un appel à continuer le combat, mais à continuer le combat sur une base historique solide. C'est-à-dire en partant du principe que le combat pour l'égalité est un combat qui peut être gagné et qui parfois a été gagné, qui souvent a été gagné. Parce que si on part du principe qu'en fait c'est quelque chose qui a une fine élite qui de toute façon s'opposera toujours et toujours à tout changement, et que en fait on saurait dans l'absolu
comment faire pour avoir une société idéale plus apaisée, mais malheureusement, il y a une fine élite qui nous y en empêche. Cette vision très négative, je pense qu'elle se trompe sur de très nombreux aspects. Elle se trompe parce qu'en fait, la marche vers l'égalité a souvent gagné pendant la Révolution française, en 1945, après la Première Guerre mondiale. Enfin, il y a toutes sortes les guerres d'indépendance, le mouvement pour les droits civiques. Enfin, il y a toutes sortes de combats qui ont gagné et qui ont marché dans le long terme. Ce que vous dites, c'est qu'on peut continuer à mener cette lutte parce qu'on peut la gagner. Mais à condition de prendre au sérieux la question du contenu. Parce que je pense que la seconde erreur à éviter, c'est cette idée qu'il y aurait en fait un espèce de consensus spontané parmi l'immense majorité de la population sur à quoi devrait ressembler la société idéale. En gros, on serait tous d'accord, enfin tous les gens qui veulent plus d'égalité seraient tous d'accord sur ce qu'il faudrait faire. Et malheureusement, c'est simplement un petit groupe comme ça qui nous empêcherait de mettre en place la société idéale. En fait, non, très souvent, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'en fait, il faut rentrer dans ce qui peut paraître le détail de comment fonctionne un système éducatif qui soit vraiment égalitaire, comment fonctionne un système fiscal qui soit vraiment redistributif, comment fonctionne un système électoral, un système de financement des partis politiques qui soit vraiment égalitaire. Mais en fait, tous ces détails en fait, ne sont pas des détails. Et c'est en fait, ce n'est qu'en débattant de façon précise et en regardant les expérimentations historiques, les trajectoires historiques qui ont fonctionné, qui n'ont pas fonctionné, qu'on va réussir justement à se rendre compte dans un certain nombre de cas que quand ça devient plus détaillé, en fait, on a besoin justement d'en débattre, qu'en fait, l'accord spontané qu'on croyait, le consensus qu'on croyait exister, en fait, c'est pas si simple que ça. Donc, il faut se méfier des faux consensus et il faut accepter de débattre à nouveau de ce que j'appelle dans le livre une nouvelle forme de socialisme. Moi, je n'hésite pas sur le mot, un socialisme décentralisé, participatif, écologique, métissé, féministe, un socialisme en tout point opposé au socialisme hyper étatique, hyper centralisé, hyper autoritaire qui a été tenté en Union soviétique, qui l'est aujourd'hui en Chine de façon différente. Mais il faut débattre du contenu de cet autre système économique vers lequel on a commencé à évoluer, c'est-à-dire que le système économique actuel est très différent, n'a pas grand-chose à voir avec le capitalisme d'il y a un siècle, le capitalisme colonial, autoritaire, patriarcal d'il y a un siècle. Disons, la forme d'économie mixte ou de société social-démocrate dans laquelle on est actuellement est très, très éloignée de ce système-là. Et donc, moi, le système que j'essaye de décrire à long terme, disons, il est différent du système actuel, mais il n'est pas plus différent du système actuel que le système actuel est différent du capitalisme colonial de 1910. Donc, c'est quand même dans cette lignée, dans cette évolution de long terme, que j'essaye de me situer. Justement, du coup, et c'est là qu'il faut parler du système fiscal, éducatif, électoral. Il faut rentrer un peu dans le cœur de la discussion sur ce qu'on veut mettre dans ce système. C'est exactement ce que vous faites dans votre livre. Vous rentrez dans les détails. Et une des questions qu'on a retrouvées dans beaucoup de vos travaux, c'est la question de l'héritage. Vous le répétez depuis des années, le problème, c'est l'hyperconcentration de la propriété. Vous écrivez dans ce livre, et vous l'avez dit plus tôt, 50% des plus pauvres n'ont jamais rien possédé de substantiel. Pour vous, c'est ça, c'est l'héritage qui perpétue les inégalités ? C'est un des aspects. Après, vous savez, il y a aussi une hyperconcentration de la propriété au sein de personnes qui n'ont rien hérité, qui est pas pour autant acceptable. C'est-à-dire que les oligarques russes, ils n'ont rien hérité de rien du tout, puisqu'ils sont arrivés à la fin de l'Union soviétique, il n'y avait pas de propriété privée à ce moment-là, ils ont capté une partie des ressources publiques, des ressources naturelles du pays, sans héritage, et c'est pas pour autant que ce soit justifié. Donc je veux dire, l'héritage n'est pas... Il est quand même à l'origine de beaucoup de fortunes. Oui, mais vous savez, dans le capitalisme, il y a aussi toujours cette accumulation primitive dont parlait Marx, qui prend des formes souvent extrêmement violentes de privatisation à bon marché, avantageuse pour un petit groupe de personnes en Chine aujourd'hui, en Russie aujourd'hui, ou d'ailleurs en Europe de l'Ouest ou aux États-Unis. Beaucoup de fortunes actuelles ont bénéficié finalement de captation de patrimoine public à travers des privatisations avantageuse. Donc l'héritage n'est pas la seule forme d'injustice dans la concentration de la propriété. Mais c'est évidemment une des formes, formes très importantes. C'est-à-dire que c'est une violation caractérisée du principe théorique d'égalité des chances, d'égalité des droits, d'égalité des opportunités. Principe théorique
que tout le monde est censé épouser dans nos sociétés dites libérales et démocratiques modernes. Sauf que quand on cherche un début d'application concrète, donc moi par exemple, j'ai évoqué la possibilité d'un héritage minimum pour tous, que chacun à 25 ans reçoive 120 000 euros. Donc en gros, la moitié des jeunes dans une génération actuellement reçoivent 0, pour simplifier, passerait à 120 000. Ceux qui sont dans les 10% les plus favorisés, qui recevraient 1 million, se retrouveraient avec seulement 600 000. Ça ferait quand même une très grande inégalité encore. Et si vous voulez mon avis, on pourrait aller beaucoup plus loin que ça. Mais rien que ça. Énorme. Mais alors, oui, mais alors rien que ça, c'est là que les masques tombent. C'est-à-dire que beaucoup de soi-disant libéraux qui parlent toujours d'égalité des chances, d'égalité des opportunités, là, vous essayez de vous en rapprocher. Et alors tout le monde, toute la presse libérale, l'opinion, les échos, etc., me sont tombés dessus sur le thème. Mais d'abord, ces enfants de pauvres, là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'argent? Ils vont faire plein de bêtises. Il va falloir mettre des contraintes sur ce qu'ils vont faire. D'ailleurs, pourquoi pas mettre des contraintes, à condition de les mettre aussi sur les enfants de riches et sur les héritages élevés. Mais moi, je veux insister que là-dessus... Mais qu'est-ce que ça fait, le fait qu'il y ait justement 50% des enfants, des jeunes qui ne reçoivent jamais d'héritage? Alors, première chose, moi, je ne suis pas du tout dans la sacralisation de la propriété, qu'elle soit petite ou grande. C'est-à-dire, si le but, si on cherchait simplement à transformer une société de grands propriétaires avides de richesses, pollueurs, etc., par des petits propriétaires tout aussi avides et tout aussi pollueurs, évidemment, ça servira à rien. Donc la première chose à faire, c'est que c'est le droit de propriété lui-même qu'il faut repenser. C'est-à-dire qu'il faut des contraintes sociales, environnementales extrêmement fortes. Il faut beaucoup plus de pouvoir pour les salariés dans les entreprises, y compris s'ils ne possèdent rien dans les entreprises. Donc il ne s'agit pas d'avoir un droit de propriété sans limite. Au contraire, il faut que ce soit un droit de propriété très limité dans son étendue. Il y a des normes sociales, environnementales extrêmement strictes à respecter. Ça, c'est dans votre système. À supposer, voilà, idéal, dans le système idéal que je décris. Si ces normes-là sont présentes, à quoi ça sert de redistribuer cette propriété? Parce qu'en fait, la propriété, c'est quand même le pouvoir, c'est la possibilité de dire non. C'est-à-dire que si vous n'avez rien, si vous possédez rien, vous êtes obligé en fait d'accepter à peu près tout ce qu'on vous propose, en particulier en termes de conditions de travail, de niveau de salaire. Alors, il y a d'autres mécanismes qui permettent de rééquilibrer le pouvoir. Et moi, je suis pour, par exemple, le système d'un revenu de base. Mais le revenu de base, vous voyez, dans les différentes propositions... Alors d'ailleurs, moi, je préfère parler de revenu de base que de revenu universel, parce que les montants qui sont évoqués pour ce revenu sont généralement entre la moitié ou les 3/4 du salaire minimum à plein temps. Dans tous les cas, on est sur des montants très modestes. Et appeler ça revenu universel, je trouve que ça promet beaucoup plus que la réalité. Néanmoins, c'est un socle minimal. Il faut commencer par là. Et le système qu'on a actuellement en France est beaucoup trop compliqué à obtenir, n'est pas suffisamment automatique, donc il y a beaucoup de progrès. Je suis aussi pour toutes les propositions qui ont pu être faites en termes d'emploi garanti. Généralement, c'est des propositions, la garantie d'emploi, qui sont rémunérées au niveau du salaire minimum à plein temps, ce qui est déjà mieux que le revenu de base. Mais tout ça n'est pas suffisant parce que ça reste quand même limité. Alors que si vous avez en plus de ça un héritage minimum, vous savez, le fait de posséder 100 000 ou 200 000 euros, ça fait que, oui, ça vous donne vis-à-vis de la société plus de capacité de négociation. C'est-à-dire concrètement, vous n'êtes pas obligé, pour payer votre loyer chaque mois, de devoir accepter n'importe quoi comme condition de travail, comme salaire. Voire alors vous n'êtes même pas obligé de payer un loyer chaque mois. Exactement. Si vous pouvez soit immobilier. acheter un logement, parce qu'il y a plein d'endroits en France, à Paris, où on peut tout à fait s'acheter un logement pour ce type de somme. Ce qui veut dire qu'après, vous n'avez pas la contrainte de sortir un loyer chaque mois. Donc, vous pouvez aussi vous lancer dans un projet professionnel, un projet d'activité, un projet culturel, un projet de toutes sortes. Ça vous donne plus de liberté. Alors, pour les gens riches qui sont habitués à avoir du patrimoine, à avoir de la liberté, l'idée que comme ça, la moitié des gens les plus pauvres ou les 2/3 des gens les plus pauvres vont avoir davantage de capacité de négociation pour refuser, en particulier la façon dont les premiers emploient les seconds, c'est évidemment une perspective qui peut être inquiétante parce qu'on peut perdre en docilité. Mais c'est aussi justement pour ça que je le propose. C'est-à-dire que si on croit vraiment dans une société fondée sur une plus grande égalité du pouvoir et une plus grande égalité des droits, eh bien, oui, je pense que ça fait partie des éléments.
En tout cas, pour financer une partie des mesures que vous avez évoquées, notamment la garantie d'emploi, il y a une autre question qui se pose, qui est assez majeure en ce moment, c'est celle de la dette publique. Et il y a un moment du livre qui m'a un petit peu étonnée, c'est celui justement sur la dette publique, où vous écrivez que l'Europe s'est construite grâce à l'annulation des dettes publiques. L'annulation de la dette publique, aujourd'hui, c'est quand même un grand thème. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé dans le cas de la France après la Seconde Guerre mondiale ? Oui, alors d'abord, après la Seconde Guerre mondiale, la France, mais aussi l'Allemagne, le Royaume-Uni, enfin tous les principaux pays européens avaient des dettes publiques considérables, qui allaient entre 200 et 300% du produit intérieur brut, on dirait aujourd'hui, donc des niveaux encore plus élevés que ceux actuellement, encore plus élevés que ceux qu'on a en Grèce actuellement, par exemple, et sur des économies beaucoup plus importantes que celles de la Grèce. La bonne nouvelle, c'est qu'on s'en est sorti, d'ailleurs, enfin, on s'en sort toujours, hein, c'est-à-dire des crises de la dette publique, si on remonte encore dans l'histoire, il y en a eu au moment de la Révolution française, enfin, c'est une histoire très longue, et c'est important de prendre conscience des façons dont on s'en est sorti dans ces différents exemples historiques, pour justement essayer de trouver des solutions et sortir de cette idée qu'il n'y a qu'une seule façon de sortir de ces problèmes. En l'occurrence, qu'a-t-on fait ? Ça dépend des pays, mais disons qu'en France, comme en Allemagne, comme au Japon, il y a eu d'abord des prélèvements exceptionnels sur les plus hauts patrimoines privés qui ont permis de réduire à marche forcée la dette publique. Alors notamment en Allemagne. En France, ça a été complété par beaucoup d'inflation, ce qui n'est pas forcément la façon la plus intelligente de procéder, parce que l'inflation, c'est souvent un peu une taxe sur les plus pauvres, sur ceux qui ont des dépôts bancaires et qui n'ont pas pu placer leur argent de façon à se protéger de l'inflation. En Allemagne, c'est peut-être le cas le plus intéressant, c'est qu'entre 1948 et 1952, comme ils n'ont pas envie de recommencer avec l'inflation qu'ils ont bien connue dans les années 20 et qui leur a permis de liquider la dette publique issue de la Première Guerre mondiale, mais qui a aussi liquidé toute une épargne populaire de classe moyenne et qui a contribué à la montée du nazisme, à la brutalisation de la société en général, entre 1948 et 1952, ils décident sans aucune inflation, en fait, de mettre en place une réforme monétaire, puis un prélèvement exceptionnel sur les plus hauts patrimoines, allant jusqu'à 50% des plus hauts patrimoines privés. Donc, c'est pas 50% du revenu, hein, c'est vraiment 50% du patrimoine lui-même, des plus hauts patrimoines privés, pour compenser, en fait, les plus petits et les plus bas patrimoines des effets de la réforme monétaire qui vient d'avoir lieu. Pour résumer, c'est un système qui vise un peu à partager le fardeau, suivant l'expression allemande de l'époque, du Lastenausgleich, qui est le nom de l'impôt en question, suite à tous ces drames qui ont lieu dans l'histoire allemande entre 1914 et 1945. L'idée, c'est de repartir, disons, sur un pied d'égalité, et de ne pas rembourser effectivement cette dette publique, ou plutôt en la faisant rembourser à marche forcée par les plus hauts patrimoines privés qui justement détiennent une bonne partie de cette dette publique. Il y a aussi la dette extérieure allemande qui, en 1953, est annulée, ou plus précisément, ces détails sont importants quand on a des discussions sur ces sujets actuellement qui s'échauffent très très vite et qui n'arrivent pas à regarder tout ça calmement. En 1953, la décision qui est prise par les créanciers occidentaux de l'Allemagne à la conférence de Londres, donc en 1953, c'est de dire, écoutez, on va repousser cette dette jusqu'à l'unification allemande. Alors, en 1953, l'unification allemande, ça paraît très très loin, et quand finalement ça se produit en 1991, on se retrouve et on dit « Ah bah mince, c'est ballot, on avait oublié d'indexer cette dette en 1953 sur l'inflation, sur la croissance du PIB, le montant est ridicule, allez, on l'annule une fois pour toutes. » Et je pense que c'est tout à fait... alors l'équivalent aujourd'hui, c'est pas l'unification allemande, ce serait, je sais pas, on pourrait repousser les dettes publiques européennes jusqu'au moment où on sera sûr qu'on ne dépasse pas les 2 degrés de réchauffement public, etc. Bon, ça va prendre un bout de temps, hein, on en a pour une cinquantaine ou une centaine d'années. Donc oui, c'est souvent comme ça qu'en fait les annulations de dettes se produisent dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on les annule pas forcément complètement tout de suite, on les repousse, mais on les repousse très très loin, jusqu'à ce qu'un autre objectif, qui était la reconstruction dans l'après-guerre, ou qui peut être aujourd'hui la lutte contre le changement climatique ou des objectifs sociaux, que ces autres objectifs soient atteints. Donc je pense que c'est très important de revisiter cette histoire, parce que sinon on s'enferme dans des discours à un seul sens, suivant lesquels il n'y aurait qu'une seule façon de rembourser les dettes, qui serait de faire payer tout le monde, et notamment les plus modestes, pendant des dizaines d'années. Heureusement qu'on n'a pas fait ce choix après la Seconde Guerre mondiale, parce que sinon on y serait encore. C'est-à-dire, vu l'ampleur des dettes de l'époque... C'est exactement ce que vous dites. Et
Mais vous comprenez que pour ma génération, c'est un peu de la science-fiction. Quand vous me racontez, vous nous expliquez comment, justement, on s'est débarrassé de ces dettes publiques. Aujourd'hui, la dette publique, c'est un sujet politique majeur. C'est un argument, voire vraiment l'argument principal du gouvernement pour imposer des coupes budgétaires, ce gouvernement et les gouvernements précédents, parce que la priorité, c'est de rembourser la dette publique. Et c'est pour ça qu'il faut revisiter l'histoire. C'est pour ça, c'est vraiment pour ça que j'écris ce livre. C'est-à-dire que je pense que l'histoire économique et sociale et financière, ça devrait appartenir à tout le monde, parce que ces expériences, elles ont eu lieu. C'est comme par exemple le fait que les États-Unis d'Amérique, de 1930 à 1980, ont eu en moyenne un taux de 81% qui s'appliquait aux plus hauts revenus, qui étaient des revenus, je sais pas, de l'équivalent de 1 million de dollars d'aujourd'hui, enfin, ça, mettons, 30 fois ou 40 fois plus élevé que le revenu moyen. Non seulement ça n'a pas tué le capitalisme états-unien, on s'en serait rendu compte, ça s'est appliqué pendant un demi-siècle, mais en fait, c'était même la période de prospérité maximale des États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la leçon qu'on peut tirer de ces comparaisons historiques, de ces expériences, c'est que des écarts de 1 à 50 ou de 1 à 100, en fait, ça sert à rien. Je ne dis pas qu'il faut l'égalité complète, vous pouvez avoir des écarts de 1 à 4, de 1 à 5, certains diraient de 1 à 10, moi je pense que 1 à 4, 1 à 5, ça peut être tout à fait suffisant, mais en tout cas, 1 à 50 ou 1 à 100, quand je compare les différentes sociétés dans l'histoire qui ont pratiqué tel ou tel écart, qui les ont réduits, qui les ont réaugmentés, la conclusion, mais sur la base des données historiques que je présente. Après, chacun est libre de présenter des nouvelles données, on peut en discuter, etc. Mais il faut essayer quand même d'en parler sur une base un peu rationnelle, historique. Moi, ma conclusion, c'est que ces écarts gigantesques qu'on a cherché à relégitimer depuis les années 80, en fait, ne servent à rien. Et si les États-Unis, entre 1930 et 1980, étaient extrêmement prospères, et malgré, certains diraient aujourd'hui, ces taux de 80-90% imposés sous Roosevelt et dans les décennies suivantes, c'est parce qu'en fait, ce pays, à ce moment-là de son histoire, avait, par rapport à l'Europe de l'Ouest et au Japon, une très grande avance sur le terrain éducatif. Alors, ça peut paraître paradoxal aujourd'hui, mais dans les années 50, vous avez 80-90% d'une classe d'âge qui va au lycée aux États-Unis, alors qu'on est à 20-30% d'une classe d'âge en France, en Allemagne ou au Japon. Et c'est la source de la prospérité, historiquement, c'est beaucoup plus l'éducation et une certaine égalité dans l'éducation que cette course-poursuite vers toujours plus d'inégalités qui vraiment, historiquement, n'est pas ce qui permet d'aller vers davantage de prospérité. Donc, voilà, revisiter l'histoire sur ces questions comme ça qui peuvent paraître parfois un peu techniques, un peu rébarbatives de niveau de dette publique, de taux d'imposition, qui sont déterminants. C'est ça le message de ce livre, c'est que vraiment ça concerne tout le monde. C'est-à-dire que je pense d'abord, quelles que soient les disciplines des sciences sociales, qu'on soit en histoire, en sociologie, en sciences politiques, on doit s'intéresser à cette histoire économique, mais au-delà, tous les citoyens qui s'intéressent à toutes ces questions d'égalité, d'inégalité, de discrimination, doivent prendre la mesure de cette expérience historique, parce que je pense que ça donne aussi des ressources ensuite pour ne pas se laisser impressionner effectivement par des discours d'autorité qui prétendent qu'il n'y a qu'une seule solution au problème. Ça donne des ressources aussi pour se construire collectivement dans des plateformes de programmatiques, des plateformes d'action, parce qu'à la fin des fins, cette marche vers l'égalité que je décris dans le livre, c'est pas uniquement écrire des livres ou faire des émissions sympathiques comme là ici qui va changer les choses. C'est-à-dire qu'on a besoin d'organisation collective, c'est-à-dire que la marche vers l'égalité, notamment au XXe siècle, elle s'est faite avec des syndicats, des partis socialistes, des partis travaillistes, des partis communistes, qui ont mis la pression, mais qui aussi avaient des plateformes d'action qui, dans un certain nombre de cas, je pense notamment à l'Union soviétique, ont malheureusement mal tourné, ce qui montre que ça aurait été peut-être utile d'y réfléchir peut-être un peu plus avant. Et la chute du communisme soviétique a beaucoup contribué depuis 1990 à cette nouvelle flambée d'hypercapitalisme. Mais dans un certain nombre de cas, ont quand même très bien marché. Et la social-démocratie au XXe siècle, malgré toutes ces insuffisances qu'il faut aujourd'hui dépasser, il faut quand même prendre la mesure de ce qu'elle a réalisé par l'État social, par l'impôt progressif. En tout cas, elle va pas du tout dans cette direction qu'elle avait avant les années 80. Mais personne non plus ne propose de revenir au monde d'avant la Première Guerre mondiale où les prélèvements obligatoires représentaient moins de 10% du revenu national. C'est-à-dire que vous voyez, il y a quand même des acquis. Et moi, je pense qu'il faut construire sur ces acquis et voir pourquoi on s'est arrêté dans cette marche-là. Je
pense qu'on s'est arrêté dans cette marche-là parce qu'on a très mal repensé la réouverture des marchés. Vous savez, après la crise des années 30, on avait fermé les marchés financiers internationaux, on avait fermé une partie du libre-échange. Quand on a réouvert ces marchés dans les années 70-80, là, il y a eu une erreur. C'est-à-dire que la libre circulation des capitaux, le régime qui a été mis en place, n'est pas tenable, en fait. Et c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, comme ça, créer un espèce de droit pour les personnes de s'enrichir en utilisant les infrastructures d'un pays, les écoles, les hôpitaux, puis après vous appuyez sur un bouton, vous transférez ça dans une autre juridiction et rien n'a été prévu pour vous suivre à la trace et vous pouvez comme ça laisser l'addition aux contribuables immobiles qui finissent évidemment par détester ce type de mondialisation, d'où aussi, en grande partie, je pense, l'obsession identitaire actuelle. C'est-à-dire que si on explique... Justement. J'aimerais y venir à ce qui aujourd'hui régit le débat public. Je pense que c'est en partie la conséquence du fait qu'on a fermé le débat économique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous expliquez aux citoyens pendant des dizaines d'années qu'il n'y a plus de politique économique et sociale alternative, que l'État ne peut plus rien, à part justement contrôler ses frontières, bon, c'est forcément 20 ou 30 ans plus tard, tout le débat politique est sur des histoires de garde-frontières et d'identité. Parce qu'on a fermé, on a fermé ce débat économique et finalement, il y a eu un moment dans les années 90, 2000, et parfois ça s'est un peu prolongé, où la droite et la gauche, sur le plan économique, ça a semblé très proche et parfois... Malheureusement, c'était très proche. C'est vrai que ce mouvement vers la libre circulation des capitaux sans aucune contrainte, parfois il a été mis en place par des partis socialistes, sociodémocrates, travaillistes. Mais c'était même pas forcément dans le débat public. Je pense qu'en partie, les gens n'avaient pas forcément conscience des conséquences à long terme des choix. Alors, bon, il y avait aussi d'autres acteurs, des groupes de pression, des groupes de lobbying financier qui, eux, savaient très bien là où ils poussaient. Mais bon, le problème, c'est pas voir les responsabilités. Maintenant, c'est surtout avoir un programme pour la suite. En tout cas, je vous le disais juste avant, hors antenne, nous, on essaie d'informer au maximum les gens, justement, sur ces enjeux économiques pour qu'ils puissent se faire leur propre avis. Il semble que vous fassiez la même chose, et ce, depuis des années. Vous êtes un peu une sorte d'économiste star. Vous êtes sur tous les plateaux télé, vous êtes sur France Inter, vous êtes très régulièrement dans les médias. En tout cas, pour un économiste hétérodoxe, c'est peu commun. Vous étiez au cœur d'un film qui a été diffusé au cinéma, donc vous vous appliquez à essayer de passer cette information, on va dire, économique, ou en tout cas remettre les enjeux économiques au cœur du débat. Force est de constater que ça n'a pas fonctionné, en tout cas pour cette campagne présidentielle. Oui, malheureusement, aujourd'hui, quand on regarde le débat médiatique, le débat politique, ce n'est pas la lutte contre les inégalités qui est la priorité. Ce sont des questions identitaires, des questions de laïcité, des questions de sécurité. Comment vous analysez cette... Non, moi, je n'ai jamais eu la naïveté ou la prétention, la folie de penser qu'il suffisait comme ça d'écrire un livre ou d'écrire des livres et hop, je ne peux pas dire vous tout seul, évidemment. Donc moi, je pense que les livres, la recherche en sciences sociales peut avoir un impact assez important sur les débats publics. Et je pense que les travaux qu'on a pu faire collectivement sur les inégalités depuis une quinzaine d'années ont eu un certain écho dans le débat public international sur les inégalités. Après, le changement, comme je le disais tout à l'heure, il peut venir d'évolutions dans le mouvement des idées, mais il vient d'abord de mobilisation collective et d'organisation collective. Donc là, concrètement, si on prend le cas de la France actuellement, c'est clair qu'on a des mouvements politiques, disons, à la gauche du centre, qui sont extraordinairement divisés. Certains reprochent à d'autres d'avoir participé au pouvoir et de l'avoir mal exercé. D'autres reprochent aux autres de ne pas avoir forcément de programme pour gouverner. Enfin, les gens passent beaucoup de temps à se disputer, ce qu'on peut analyser en compte. Enfin, chacun a des arguments à faire valoir. Mais à la fin des fins, tant qu'on n'aura pas dépassé ces ressentiments entre partis qui, chacun, vont se retrouver à 5%, à 10%. Enfin, regardez les dernières régionales à Paris, on avait 3 listes à 10%. Chacun était là à se dire, bon, pour laquelle je vote, je tire au sort, etc. Bon, la gauche est alliée, d'ailleurs, au régional à Paris. Oui, au second tour, mais parce qu'au régional, vous avez un mode de scrutin qui fait qu'il suffisait de dépasser 10% pour 12,5%. Enfin, bon, oui, bref, c'était beaucoup plus facile d'être au second tour. Là, ce ne sera pas le cas pour la présidentielle dans le système actuel de la présidentielle. Pour vous, ça passe par un changement politique, Bien sûr. Mais derrière ça, il y a des enjeux intellectuels. C'est-à-dire que je pense en particulier sur la question de l'Europe. Moi, j'essaye vraiment de dire aux différentes organisations politiques de gauche que sur la question de l'Europe,
personne n'a raison tout seul. C'est-à-dire que les insoumis reprochent énormément aux socialistes et aux écologistes d'avoir ratifié le nouveau traité budgétaire européen en 2012, qui était un traité austéritaire, que d'ailleurs aujourd'hui plus personne ne respecte après le Covid, mais enfin on ne sait toujours pas par quel nouveau traité on va le remplacer. Enfin, toujours est-il que la majorité parlementaire socialiste et écologiste, en septembre 2012, malgré tout ce qui avait été dit avant les élections, a ratifié ce traité comme ça, et n'a jamais expliqué comment il s'y prendrait la prochaine fois. Et donc le reproche qui est fait par les Insoumis me semble assez justifié. C'est-à-dire que je pense que les socialistes et les écologistes auraient dû dire oui, là on s'est trompé. Et voilà comment on voudrait s'y prendre la prochaine fois, et voilà comment on aimerait en parler avec vous. C'est pas ce qui se passe. De l'autre côté, les socialistes et les écologistes expliquent aux insoumis, oui, c'est bien joli tout ça, mais vous êtes plus fort pour renverser la table que pour dire quel nouveau traité européen, quel nouveau système transnational, d'assemblée transnationale vous voudriez mettre en place. Et c'est pas complètement faux non plus. C'est-à-dire que je pense que en termes de débouchés constructifs, où on peut faire des propositions à l'Italie, à l'Espagne, à la Belgique, pour quand même construire des nouvelles perspectives internationalistes, parce que la gauche, ça peut pas être juste l'État-nation. Il faut quand même proposer à d'autres pays, même si c'est pas accepté tout de suite, il faut qu'il y ait cet horizon internationaliste. Ce qui doit pas empêcher d'avancer pays par pays quand on n'a pas d'autres possibilités. Donc moi, je ne suis pas du tout pour attendre, alors certainement pas l'unanimité européenne, pour taxer les multinationales à un taux correct, pour faire des taxes carbone aux frontières. Je pense qu'il faut, au stade où on en est, il faut que chaque pays avance aussi loin qu'il peut avancer tout seul, y compris en se déliant de ses obligations internationales. Mais il faut dans le même temps proposer quand même des mécanismes. Moi, je parle d'assemblées transnationales mettant en jeu, par exemple, les députés français, les députés du Bundestag allemand, les députés italiens, les députés espagnols, qui ensemble, dans une assemblée européenne, sans doute sur un beaucoup plus petit nombre de pays que les 27 de l'Union européenne actuelle, pourraient adopter une politique progressiste de justice sociale, de justice environnementale. Et je pense que même si des propositions internationalistes de ce type-là ne sont pas acceptées dans l'immédiat par nos partenaires, il est très important, si on veut distinguer la gauche de la droite, et là, on est à des années-lumière de ça. Non, je pense que en fait, il est encore temps, y compris pour cette élection de 2022, que les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes, enfin, on a quand même beaucoup de candidats là actuellement qui additionnés, vous savez, arriveraient tranquillement dans les 15-20%, leur permettant d'être au deuxième tour. Donc moi, je pense qu'il est encore temps que toutes ces forces pourraient décider de se parler, de délibérer, d'organiser des débats et de demander à tous les sympathisants qui ne veulent pas de ce choix entre Macron, Zemmour, Bertrand, Le Pen, etc., de choisir. Vous savez, on vient d'avoir, là, regardez, en Hongrie, c'est pas souvent qu'on donne la Hongrie en exemple politiquement, mais toutes les forces anti-Orban viennent de faire une primaire qui leur a permis de désigner un candidat. Alors, c'est peut-être pas le mieux que celui que je préférais, mais enfin, en tout cas, ils ont trouvé un candidat contre Orban, et avec ça, ils vont peut-être pouvoir se débarrasser d'Orban l'an prochain. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut quand même décider, est-ce que ce qui vous rapproche est plus important que ce qui vous oppose de l'extrême droite. Ça dépend, parce que comment on peut être sûr, pour les gens qui nous regardent, qui se disent, qu'en ont peut-être un peu marre de la politique, comment on peut être sûr qu'un candidat, même s'il y avait un candidat de gauche, il ne ferait pas une François Hollande, c'est-à-dire ne pas du tout finalement appliquer un programme vers plus de démocratie, vers plus d'égalité, en tout cas tout ce que vous promouvez dans ce livre. Je pense qu'il y a jamais, on peut jamais être sûr, hein, vous savez, avec la démocratie, mais il faut que la seule solution, c'est qu'on ait une plus forte mobilisation, d'abord des électeurs, pour ne pas se laisser refourguer des salades. C'est-à-dire que la plupart du temps, vous savez, le problème, qu'est-ce qui s'est passé avec François Hollande et qu'est-ce qui se passe très souvent? C'est qu'on se laisse abuser par des beaux discours sur mon ennemi, c'est la finance, mais parfois, vous savez, ce qui peut être dit aujourd'hui sur on va renverser la table en Europe, en fait, c'est pas non plus très précis en termes de débouchés, et à la fin, ça peut aussi arriver sur du vide et être très décevant. Donc la seule solution, mais c'est jamais gagné à l'avance, et il y a toujours des déceptions, c'est que collectivement, chacun d'entre nous, tous les citoyens, citoyennes, vraiment s'approprient ces enjeux sur quel nouveau traité européen, quelle façon de partager le fardeau de la dette publique de façon plus juste que ce qui est envisagé actuellement, quel système d'égalité d'accès à l'éducation. Vous voyez, par exemple, toutes les discussions sur dans quelle mesure il faut des mécanismes permettant d'aider des personnes qui ont des origines modestes ou qui font l'objet de discriminations particulières, de pouvoir accéder à un certain nombre de filières éducatives. Ce sont des questions difficiles aussi, sur lesquelles personne n'a tout seul
la solution parfaite et la vérité. Et en fait, là, ces affrontements purement de personnes où chaque groupement politique croit avoir la solution tout seul, en fait, empêchent de débattre, alors que chacune de ces forces politiques, je pense, se grandirait en discutant avec les autres de ces enjeux. Enfin, bon, ça c'est pour ce qui est du... Mais vous savez, moi, je suis pas un obsédé, voilà, de la présidentielle de 2022. C'est-à-dire, je pense que il faut aussi, à un moment, se projeter dans des horizons parfois plus lointains et ne pas non plus s'obséder pour ces enjeux électoraux de court terme. Enfin, mais ils sont quand même énormes. Bien sûr, non, mais moi, je me défile pas. Quand il y a des élections, je me force toujours à m'engager. Oui, à m'engager, parce que je trouve ça trop facile comme chercheur de rester dans son bureau et de dire, voilà, ils sont tous nuls. Bon, non, voilà, ok, mais si vous êtes tous nuls, vous avez qu'à vous présenter. Enfin, il y a un moment, c'est-à-dire, c'est aussi, je pense qu'il faut s'engager dans les élections, mais les élections ne sont qu'une partie de la politique. C'est-à-dire, la politique, c'est d'abord le débat public, et je pense que essayer de mettre les sciences sociales aussi au service d'une forme de réappropriation citoyenne de ce savoir économique historique, c'est aussi de la politique. En tout cas, c'est juste ma dernière question. Un des grands moments politiques qu'on a eu en France dernièrement, c'était le mouvement des Gilets jaunes, qui était un mouvement presque insurrectionnel, qui était en tout cas violent. Et dans votre livre, paradoxalement, en introduction, vous évoquez ces différents mouvements qui ont été d'une très grande violence, comme la Révolution française, la révolte des esclaves. Vous évoquez même la guerre civile meurtrière aux États-Unis qui met fin à l'esclavagisme. Et en fait, on comprend que c'est presque un passage un peu obligé, en tout cas dans l'histoire, jusqu'à présent, pour arriver à plus d'égalité. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin, ou est-ce que ce ne sera pas nécessaire de passer par un moment de violence pour arriver en France à avoir enfin un véritable changement? Oui, sans doute. Enfin, si vous incluez dans les événements de violence les mobilisations comme celle des Gilets jaunes, bien sûr, évidemment des mobilisations... pas au même niveau que la Révolution française, qu'on soit bien d'accord. Mais il y a eu, en tout cas, c'était violent, et le gouvernement a plié sur certains points. Mais la Révolution française en 1789-90 n'est pas aussi violente que ça. Après, il y a la guerre avec des puissances coalisées qui devient une guerre et Mais je veux dire qu'il n'y a pas effectivement de révolution et de grands changements historiques sans des moments de tension. Ça, c'est certain. Le mouvement des Gilets jaunes a rappelé deux choses très importantes. Première chose, des mobilisations sociales de grande ampleur peuvent avoir raison sur les gouvernements. C'est-à-dire que là, concrètement, le gouvernement est complètement revenu en arrière sur ces propositions d'augmentation de taxe carbone, qui étaient effectivement, à mon sens, extrêmement injustes, extrêmement inégalitaires, d'autant plus que l'argent de la taxe carbone était utilisé essentiellement pour financer la suppression de l'impôt sur la fortune. Donc c'était vraiment la caricature de comment tuer une politique climatique. Voilà. Donc là, il y a eu ce défait-là. La deuxième chose que nous rappelle dans ce mouvement, c'était qu'il y avait insuffisamment, disons, de débouchés, de programmes alternatifs. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas non plus un programme d'une autre façon plus sociale de se confronter aux défis climatiques. Il n'y avait pas de plan d'action. Enfin, personne, pour l'instant, d'ailleurs, n'a de plan d'action parfaitement ficelé sur comment on répartit les efforts. Moi, j'essaye un peu de contribuer à ça. Je parle de carte carbone progressive. En gros, l'idée générale, c'est qu'il faut qu'on trouve des mécanismes qui ne traitent pas de la même façon des personnes qui sont à 1 000 ou à 1 500 euros par mois, des personnes qui sont à 5 000 euros, des personnes qui sont à 10 000 euros, et puis des super milliardaires. C'est-à-dire, si on regarde aujourd'hui les émissions carbone dans un pays comme la France, d'abord, on est beaucoup plus haut que ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce qu'il y a du nucléaire, etc. En fait, on est à 9 euros par habitant, si on prend en compte le contenu en importation de toutes les cochonneries qu'on fait produire dans le reste du monde et qu'on consomme en France. Les 50% les plus pauvres en France, eux, sont à même pas 4 tonnes. C'est-à-dire qu'eux, en fait, ils sont dans les clous. Ils sont dans les clous des objectifs de 2030-2035. Par contre, les 10% les plus riches, ils sont à 20-25 tonnes, et eux, ils sont complètement en dehors des clous, et les 1% à 60-70 tonnes. Donc, si vous avez une politique qui ratiboise tout le monde de la même façon, vous allez pas y arriver. C'est-à-dire, forcément, vous allez vous prendre un mur, vous allez vous prendre d'autres révoltes. Et donc, il faut un changement politique. Il faut mettre en place... Il faut un changement politique profond, mais avec aussi une plateforme précise de comment on va répartir ces efforts. C'est-à-dire que voilà, il suffit pas de dire oui, c'est les plus riches vont payer plus. Oui, bien sûr, mais combien plus exactement? C'était ça qui manquait aux Gilets jaunes pour vous. Oui, ça c'est largement. Et puis il y avait aussi sans doute une défiance d'une partie des Gilets jaunes face à l'État en général, face à l'impôt progressif en général, parce que mais qui sont la conséquence de tout ce que vous expliquez. En partie de ça, mais c'est aussi que ce sont des sujets compliqués. C'est-à-dire, par exemple, j'essaie de montrer dans le livre comment la question
question de l'impôt progressif, en fait, n'a jamais fait l'objet, en fait, au XXe siècle, d'une appropriation vraiment collective, citoyenne, sociale importante. C'est-à-dire que ça a été adopté un peu dans l'urgence, ça a été démonté en partie aussi dans l'urgence, mais il n'y a jamais eu vraiment une appropriation collective suffisante pour aussi en faire quelque chose de vraiment durable et de continuer d'aller plus loin dans cette direction, alors que c'est très important si on veut engager une nouvelle étape vers plus d'État social, plus de socialisation des richesses, plus de démarchandisation de la société, parce que dans le fond, à terme, c'est ça la question. On a démarchandisé en partie la santé, l'éducation. Maintenant, la question, c'est les transports, l'énergie, la culture, les médias, qui sont en partie démarchandisés, mais insuffisamment, comme vous l'avez remarqué. Et donc, si on veut aller plus loin dans cette direction, ça ne se fera pas sans une nouvelle étape en termes de justice fiscale, de répartition des financements, et donc de la progressivité fiscale. Et donc, il faut que chacun accepte de se saisir de ces enjeux, y compris dans leur technicité, qui n'est pas non plus... Voilà, on n'est pas en train d'envoyer des fusées sur la Lune. Hein. On parle de sciences sociales, de notions qui sont des notions que chacun peut s'approprier. Voilà, ça demande un petit peu de temps, d'investissement personnel, mais je pense que c'est utile. Pour s'approprier ces notions, justement, je rappelle que votre livre, Une brève histoire de l'égalité, est disponible aux éditions du Seuil. C'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Thomas Piketty, d'avoir été avec nous. Merci. J'espère que cette émission vous a plu. Pour qu'elle soit visionnée par le plus de monde possible, n'hésitez pas à mettre un like, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ou même à la partager sur les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Instagram, Twitter, Facebook, YouTube et maintenant Twitch. Et je vous rappelle que notre équipe ne vit que grâce à son audience. Donc si vous voulez aider Blast à grandir ou tout simplement faire en sorte que j'ai un salaire à la fin du mois, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant ou en faisant un don sur blast-info.fr. Et moi je vous dis à très bientôt.